Place maintenant à notre ami, à notre partenaire depuis la première édition. Et aujourd'hui, il est également sponsor. Younes Sakouri, quand on me l'a présenté, on m'a dit c'est le plus jeune député marocain. À quel âge tu étais député? Ok, à quel âge? À quel âge? À 28 ans, député au Maroc, dirigeant. Il pilote l'école des ponts Business School en Afrique. Il fait du conseil également. Il est ami de la Tunisie, membre du comité de pilotage. Mais aujourd'hui, il va venir témoigner d'autre chose. Pas dans le cadre des ponts. On va lui réserver l'espace. L'intelligence artificielle. Tu as un témoignage? Alors, il m'a dit qu'il enseigne le module intelligence artificielle à l'école des ponts. Je me suis dit, regardez, c'est un dirigeant, c'est un député, intelligence artificielle, RH dans l'âme. La place est à toi. Merci, Marie. Bonjour. Tu vois, Marie, pour toi, je me suis débarrassé de ma canne pour les 20 minutes qui suivent, ou le petit quart d'heure qui suit. Tu prépares la soirée. Alors, ne me raconte pas que... Merci.
le domaine de l'apprentissage, c'est-à-dire notre évolution intellectuelle, elle est aussi impactée par les dernières évolutions, et naturellement le domaine de l'environnement, c'est-à-dire ce monde naturel qui nous entoure, qui se retrouve effectivement au cœur de ces transformations. Et donc on parle de 7 technologies that are remaking the world, qui refont le monde. En fait, ce ne sont pas des technologies, ce sont des familles de technologies. Et à l'intérieur de chacune de ces familles, on trouvera une multitude de technologies. Donc, mais la plus importante, et Shadley l'avait abordé dans son intervention, c'est le pervasive computing. C'est on parle plus communément de l'une des applications du pervasive computing, c'est l'Internet of Things. Mais cette idée de présence massive de devices qui communiquent entre eux, qui sont embarqués dans la vie de tous les jours, de plusieurs personnes et de machines également, et qui font que l'impact est incroyable sur les différents domaines. Nous avons les autres, la biotechnologie, vous savez ce que c'est, le Wireless Mesh Networks, le WMN. Nous avons vu que dans des catastrophes naturelles, il y a eu standalone, des réseaux qui ne sont pas des réseaux industriels, qui ont permis de sauver des villes entières parce que c'était des modes de communication basés sur des technologies qui marchaient en one-to-one ou en peer-to-peer et qui ont fait que des villes ont été sauvées, des vies ont été sauvées et ça a créé vraiment la différence. Les nanotechnologies, la robotique, le machine learning, donc on parle à l'intérieur, on met l'artificial intelligence, etc. Et puis même l'impression 3D a révolutionné le monde. Je me souviens, quand j'ai visité en 2012 l'un des pionniers de l'impression 3D à Boston, et qui, à l'époque, moi j'étais surpris, quand j'ai vu pour la première fois des objets imprimés 3D, et puis j'essayais de voir un peu à quoi ça allait, mais je n'avais pas imaginé qu'on allait pouvoir imprimer des parties de l'être humain de façon précise et pouvoir modéliser autant de choses. Donc voilà, nous avons 7 familles de technologies, c'est l'une des classifications les plus récentes qui existent, et je vous invite à voir le rapport fourni par le MIT Sloan Business Review à ce sujet-là. Elles ont 3 caractéristiques en commun, ces 7 familles technologiques. La première, c'est une forme d'intelligence qui leur est propre. Attention, on ne parle pas d'objets tellement bien programmés qu'ils arrivent à... C'est des objets, c'est des technologies, c'est des devices qui arrivent à apprendre de l'environnement extérieur parce qu'elles captent des informations qui nourrissent une réflexion qui fait qu'après, donc, il y a des comportements qui sont produits par la machine elle-même. Bien sûr, nous en sommes au début. On ne dit pas que c'est quelque chose de très évolué, mais on parle de megatrends. Natural interface, donc une interface naturelle. L'être humain, depuis Shadley, le ministre a parlé de la guerre de Troie, où Ulysse avait inventé cette fameuse, on va dire, machine de l'époque. Et dans la guerre de Troie, ce qui est impressionnant, l'œuvre littéraire de Homère, qui a écrit l'Iliade, il parle de la tradition orale, de la façon de transmettre les habitudes, de transmettre les traditions qui se faisaient depuis toujours dans l'humanité de façon orale. Et bien, bizarrement, et contrairement à toute attente, nous sommes en train de revenir à des modes naturels de transmission du savoir et de l'information. L'enjeu des années à venir, c'est de pouvoir tout faire oralement, de ne pas devoir être prisonnier d'un écran carré. Et je suis parti à MIT, dans les labs d'MIT, à Boston toujours, pour voir tout l'effort qu'ils faisaient pour pouvoir débarrasser l'humanité de l'écran,
de l'ordinateur et de pouvoir avoir des applications. À la fois, ça peut être dans une fenêtre de la voiture, comme ça peut être là dans les wearables, dans les choses qu'on pourrait mettre sur nous, etc. Donc cette Natural Interface, c'est une tendance pour que les actes digitaux passent par des comportements qui nous sont très familiers, nous les humains. Et donc notamment le geste, la voix, et bon, il y a des projections, mais pour le moment encore futuristes, même de la pensée, c'est de pouvoir, quand vous voulez, c'est encore au stade, en tout cas il y a des entreprises qui y croient et qui ont été fondées à la Silicon Valley autour de ça, c'est-à-dire avoir une chip dans la tête qui vous permet de connecter une idée que vous avez à une base de données pour faire une recherche supplémentaire. Dès que vous voulez réfléchir ou penser à un sujet, la chip va capter le titre du sujet et vous connecter une base de données pour vous donner des informations pour un peu alimenter un peu votre réflexion mentale ou votre petit rêve, etc. C'est encore très futuriste. Je ne sais pas si c'est des choses qui vont arriver ou pas. En tout cas, il y a des gens qui prennent ça au sérieux, qui ont fondé des entreprises autour de ça. Ubiquiti, c'est cette façon d'être mobile, très mobile même, qui fait qu'on peut les retrouver partout et on n'a pas besoin de gros systèmes, on n'a pas besoin de mobiliser des moyens très importants, une salle de machines, etc. C'est à l'échelle de l'individu et c'est nomade comme approche. Une autre classification, juste pour avoir l'autre point de vue, parce qu'il y en a tellement de toute façon, et des fois on est perdu, pour les non-spécialistes du sujet, par quel bout on va prendre ces questions technologiques, et comme, surtout qu'avant, les managers de la technologie, ce n'était pas nécessairement pour eux, c'était une forme d'intendance, ou à la limite, pour manager la performance, c'est-à-dire... mais là, ils sont obligés de s'y intéresser parce que ça affecte les business models, ça peut affecter leur façon d'opérer. Et donc, voilà une autre façon de voir avec les scaled-up technologies, donc celles qui sont à droite, le cloud, le mobile. Bon, ce sont des technologies qui ont pris de l'ampleur aujourd'hui avec une grande adoption parmi les marchés et puis ils ont pris un peu d'âge quand même. Des technologies qui sont matures, comme le big data, le machine learning, et puis tout ce qui s'en sort pour capter. On a beaucoup d'utilisation aujourd'hui dans le domaine agricole, etc. C'est des choses qui fonctionnent aujourd'hui plus ou moins bien. Et celles qui aujourd'hui ne sont pas encore... elles viennent de sortir des laboratoires. Il y a des phases pilotes qui sont vraiment en cours. C'est celles qu'on voit qui sont improving, qui sont en train de s'améliorer. Et donc, ça va de la machine vision to M2M communication. Bien sûr, il y a une classification entre le digital, le physique et le biologique. Et puis, l'emerging, c'est le blockchain. Vous savez, la révolution. J'avais prévu une jeune dame pour témoigner parce qu'elle a créé une entreprise entre Miami, Mexico, Paris et Casablanca. Elle a sa propre cryptocurrency, donc sa monnaie virtuelle, et elle devait venir pour nous faire un petit témoignage. Malheureusement, ou heureusement pour elle, elle a été appelée par la Banque Centrale Européenne avec 4 autres entreprises pour pouvoir aider la Banque Centrale Européenne et les banques centrales du monde en général à mieux légiférer et accompagner cette rupture en matière de monnaie, en matière de transactions, qu'est la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie. Donc Rita n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, malheureusement. Voilà, ça c'est une slide sur l'adoption géographique de ces technologies. Juste pour avoir un ordre de grandeur, c'est A.T. Kearney qui a publié ces chiffres sur la base de données 2015 2016-2017, mais en tout cas, les données disponibles 2015 étaient là. L'Advanced Robotics, c'est 35 milliards de dollars, quand même, ça représente quelque chose, avec 14% en Amérique du Nord, 20% quand même en Europe, 63% en Asie. Bon, c'est un peu traditionnel, culturel, depuis les années 90, le rôle de leader des dragons et puis du Japon a sûrement joué un rôle dans ce sens-là. L'intelligence artificielle qui démarre avec 8 milliards de dollars, mais principalement en Amérique du Nord. Vraiment principalement en Amérique du Nord, parce qu'il faut un marché, il faut un pouvoir d'achat. Et même si l'Europe constitue en matière de
de scale, hein, d'échelle. Un marché important quand on voit tous les pays, mais quand même le marché américain reste assez particulier parce que vous pouvez adresser rapidement une masse plus ou moins homogène sur le plan historique, linguistique et culturel. L'impression 3D, 5,2 milliards, donc 40% l'Amérique du Nord, 28% et puis 27%. Et puis les wearables qui commencent, donc tous ces devices qu'on peut mettre sur nous, etc. Donc avec pratiquement 700 millions de dollars. C'est encore au tout début, mais bon, ça c'est des chiffres 2015. Sûrement il y a eu des changements et on a sûrement beaucoup plus dans les années, les jours qui viennent. Alors, c'est quoi les questions pour les managers? Parce qu'avant de parler RH, il faut parler executive, C-level executives. C'est quoi les questions pour les managers? Donc d'abord, un manager dans une entreprise, c'est un positionnement concurrentiel, c'est de la stratégie, c'est la recherche des marchés. C'est comme ça que l'économie est drivée en général. Donc la question qui se pose, est-ce que ces technologies émergentes, jusqu'à quel point, jusqu'à quelle limite, elles vont impacter la création de la valeur? Donc, quelle création de la valeur dans l'avenir? Je vous donne un exemple. Une voiture, pour vous, qui est ancienne, qui est vieille, dont le modèle actuel du business, de l'économie, c'est une voiture qui perd de la valeur. D'ailleurs, sur le plan comptable, vous devez provisionner, vous devez... voilà, au bout de 5 ans, la voiture n'a plus de valeur. Eh bien, figurez-vous, par rapport à des applications technologiques, c'est une voiture... C'est comme un peu les êtres humains qui devient expérimentée parce qu'elle connaîtra. Si elle était dotée de capteurs, de sensors, d'éléments de capture d'informations, elle aura fait tellement de routes qu'elle aura appris beaucoup de choses. Et donc, dans le paradigme, dans l'approche, c'est une voiture qui aura peut-être plus de valeur qu'une voiture neuve, pas sur le volet mécanique, confort, option, mais sur le volet masse d'informations qu'elle a pu collecter, qu'elle peut processer, si elle est bien sûr dotée des dispositifs adéquats, pour en faire un usage qui pourrait être plus performant par rapport à des applications, bien sûr, qui sont définies dans le cadre d'un nouveau business. Donc, c'est une question qui se pose. Cette image, c'est juste pour présenter les choses autrement. Donc, tant mieux pour les êtres humains, quand on prend de l'âge, voilà, on prend de la valeur. How would evolve the business structure? Donc, bien sûr, dès que vous avez ce type d'enjeu, dès que vous avez ce type de projection, donc c'est la structure du business qui va se poser. Comment ça va évoluer? Comment est-ce que les chaînes de valeur vont se réorganiser? On parle aujourd'hui pour des pays comme le Maroc, la Tunisie. J'avais fait une étude pour les Nations Unies, pour la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, sur le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, sur l'intégration des chaînes de valeur régionales, c'est-à-dire les politiques d'industrialisation. Et on se rend compte effectivement que nos pays ont des niveaux de maturité qui restent assez... il y a quelques différences d'un pays à l'autre, mais qui restent globalement faiblement intégrés de façon horizontale. Et naturellement, on essaie de créer des écosystèmes pour pouvoir faire en sorte qu'on dispose, on va dire, de toute la plateforme qui permettrait d'avoir une offre correcte et qui pourrait capter l'attention mondiale. Maintenant, ces intégrations régionales nécessitent forcément une façon de s'organiser de l'entreprise. Et dès qu'on parle de la façon de s'organiser de l'entreprise, on se heurte immédiatement à la question de la workforce. Les gens qu'on va recruter, ils viennent d'où? Ils ont quel âge? Ceux qui sont capables de comprendre, d'agir, peut-être d'innover là où il y a innovation. On a d'autres types de problèmes pour les gérer. Je me rappelle d'une amie au Maroc qui m'a dit les managers souffrent aujourd'hui avec les millennials. Et vraiment, ils souffrent parce qu'il y a un sérieux problème. Comment encadrer? La notion d'hierarchie n'est plus, la notion de... les KPIs commencent à perdre de l'importance et ça ne représente pas beaucoup de choses pour les gens et le problème est posé. Peut-être moins prononcé dans nos pays que dans des pays beaucoup plus avancés, mais le problème c'est que nous n'avons pas la même maturité technologique et économique, mais nous avons les mêmes problèmes de comportement. C'est ça le sujet. On ne récupère pas nécessairement le bon côté des choses. Where are the new opportunities? Donc ça c'est en relation avec la future création de valeur. Il faut des opportunités. Elles peuvent être géographiquement localisées,
comme elles peuvent être tout simplement distribuées à travers des réseaux qui présentent de l'intérêt de par des compétences qu'on trouvera particulièrement dans cet endroit que par rapport à un autre, ou de par tout simplement l'accès et le rapprochement d'un marché qui pourrait être intéressant. Pour le fit HR, c'est juste des... Enfin, l'objet aujourd'hui n'est pas on passe généralement, c'est des séminaires chez nous de 3 jours avec plusieurs intervenants et plusieurs guest speakers pour arriver à faire le lien en fait entre d'une part l'enjeu, la techno, les tendances, rentrer en détail dans chacun des sujets, et puis après la relation directe et le câblage, on va dire, de cette relation avec le management. Donc le management 1.0, si vous voulez qu'on emprunte quelques titres un peu consommés, c'est la hiérarchie, la standardisation, la spécialisation, le contrôle, dans le paradigme. Je ne parle pas de l'entreprise de Ford ou de Taylor, là, je parle des entreprises qu'on a. Hein. Le manager a quand même toujours, principalement, dans beaucoup d'entreprises en tout cas, ce souci de maîtrise, de contrôle de la situation, ce qu'on appelle le syndrome de la bonne réponse. Il a toujours une bonne réponse par rapport au sujet, il recherche la bonne réponse. Et l'organisation est focalise sur l'efficacité, c'est normal, sur les échelles, c'est normal. Maintenant, dépendamment naturellement des business models, du type de business aussi, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus qualitatifs et qui, à chaque affaire, refont les choses de façon différente. Et puis, les objectifs, les process et les règles. D'ailleurs, on parle encore dans nos pays de certification ISO, on parle encore d'une certaine forme la recherche d'une certaine forme de conformité par rapport à des processus clients-fournisseurs, par rapport à des façons de faire. Donc là, nous sommes dans ce type de management, bien sûr, qui sert pour des économies, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut aller avec les millennials vers autre chose, vers la créativité, parce que c'est la créativité qui leur donne, c'est cette aptitude qui leur donne cet esprit créatif. On ne demande pas nécessairement des produits finis, mais cet esprit créatif leur donne une capacité d'utiliser toutes les nouvelles tendances de façon utile pour eux et pour leur environnement. La flexibilité cognitive, ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. La flexibilité tout court et cognitive en particulier. Les gens qui sont prisonniers de leur prisme d'études, de leur prisme de formation, des fois d'éducation, c'est des freins majeurs aux entreprises de demain. Et le problème dans beaucoup de nos pays, j'ai pu l'expérimenter, j'ai fait de la politique, j'ai fait de l'associatif, j'ai fait un peu d'entreprise et même dans le gouvernement, c'est que beaucoup de nos jeunes, dès qu'ils rentrent, c'est-à-dire avant d'avoir le poste, avant de travailler, ils sont plus ou moins flexibles, dès qu'ils rentrent, dès qu'ils sont embauchés, dès qu'ils rentrent dans une grande structure, ils sont formatés. Ils ont ce besoin, cette frustration et ce besoin de vouloir ressembler à leurs aînés, à reproduire un modèle avec tout ce qu'il faut. Et c'est un frein aussi, on ne trouve pas ça chez toutes les organisations et pas chez toutes les nations aussi. Je me rappelle d'un ami qui a écrit un bouquin sympathique autour de les génies des peuples. Il s'est posé la question, est-ce que tout simplement les peuples, les nations ne pensent-elles pas différemment, de façon collective? Est-ce qu'au-delà de l'échelle individuelle, est-ce qu'il n'y a pas des freins à l'échelle collective qui font qu'on n'arrive pas à dépasser des frustrations, des problèmes, des nœuds de façon collective? Et je pense que la question mérite d'être posée, c'est pourquoi cette flexibilité cognitive est nécessaire, aussi bien pour le manager que pour la workforce, parce que c'est elle qui permet à un manager aujourd'hui de pouvoir intégrer des dimensions différentes dans son analyse par rapport à sa business strategy. On a eu un problème au Maroc il y a quelques mois d'un phénomène incroyable de muqata'a de quelques produits, c'est-à-dire des produits qui ont été boycottés par les Facebookiens. C'est un cas d'école qu'on a eu, je pense qu'il n'y a pas, ça c'est pas arrivé ailleurs, et qui a fait que des entreprises importantes qui avaient des produits, etc., moi je ne les juge pas, se sont retrouvées dans une situation très difficile. Alors, le phénomène derrière est difficile à comprendre, à quantifier, etc. Et donc, un manager qui n'est pas capable, qui est dans son domaine, qui est dans son monde de stratégie, de marketing, de finance, etc., il n'arrive pas
même s'il a des rapports pertinents devant lui, il n'arrivera jamais à en tirer la bonne leçon, parce que ce n'est pas l'information qui manque, ce n'est pas les rapports, on peut les commander, on peut ramener les experts, on peut faire des statistiques, mais voilà, qu'est-ce qu'on en tire et quel type d'action et ce rapprochement avec la société, avec le modèle sociétal où évolue l'entreprise. C'est ça, la flexibilité cognitive. La négociation, donc le positionnement rigide et même monodimensionnel, on va dire, ne sert plus à rien. Il faut être en mesure de négocier, non seulement avec l'environnement juridique, légal, les députés, les lois, etc., parce que ça peut affecter aussi le business, mais également négocier avec sa propre workforce. Parce que la relation n'est plus la même d'un point de vue ressources humaines. C'est pas des gens qui vont, c'est pas des suiveurs, il n'y a pas de phénomène, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc la personne doit comprendre que l'intelligence émotionnelle que vous connaissez tous est aussi un facteur important. Avant, on donnait beaucoup d'importance au IQ. Maintenant, c'est l'intelligence émotionnelle. Et dans des études, on montre que c'est un facteur différenciateur à hauteur de 90% par rapport au IQ. Bien sûr, l'IQ est important, mais quand vous ratez, quand vous ne savez pas qui vous êtes, quelles sont vos coordonnées XYZ, forcément, vous allez avoir la mauvaise posture vis-à-vis de votre marché, vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis de... Voilà. La maîtrise de la technologie devient importante. On a de moins en moins d'assistantes, de moins en moins de collaborateurs pour déléguer des petites tâches. D'ailleurs, c'est l'objet de l'intelligence artificielle, c'est d'essayer d'arriver au personal assistant, au digital personal assistant, qui vous fait tout, qui prend des décisions à votre place, sur la base d'une reconnaissance, sur la base de l'expérience, de vos comportements, etc., qui vous commandera des choses à travers votre propre carte bancaire. Bien sûr, si vous lui en donnez l'autorisation, mais il faudra qu'il soit fiable pour ça. Mais enfin, l'idée, c'est celle-là. C'est vraiment beaucoup de choses qui vont arriver sans même que vous le sachiez et qui sont basées sur pas sur des guesses, mais sur quand même de la collecte d'informations sur ce que vous avez fait jusque-là et qui permettra à ces digital personal assistants de prendre ces décisions à votre place. Et critical thinking, c'est important, forcément. Alors, la question qui se pose, le ministre est parti, mais j'ai pris le petit déjeuner avec lui ce matin. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes et à nos plus jeunes dans les écoles? Donc, quelle mesure? Comment est-ce qu'on mesure le succès? Comment est-ce qu'on mesure la réussite? Comment est-ce qu'on passe tout simplement d'un grade à un autre? Il est où le critical thinking? Jusqu'à quel point? D'ailleurs, on le ressent selon que l'enfant est dans ce style d'études ou ce style d'école. Quand vous êtes à la maison, quand vous êtes en train de parler, voilà, dans ce dîner avec les gens de moins de 18 ans, comme a dit Shedley, c'est quoi la discussion et jusqu'à quel point le critical thinking est là. Service orientation, ça c'est fondamental, c'est-à-dire il ne faut pas être orienté autre chose que, voilà, c'est une approche servicielle du langage des chercheurs aujourd'hui. Je voulais dire ça et je voulais finir par une interpellation. Le problème que nous avons au niveau de nos pays en général et nos sociétés, bien sûr chaque société a ses spécificités et on ne peut jamais généraliser, ce sont juste des tendances. De toute façon, ce qu'on dit, c'est juste des discussions. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est juste des apports de part et d'autre. C'est que nous avons connu pendant très longtemps, pas nous seuls, mais beaucoup de pays d'ailleurs, ce qu'on appelle la société de l'ordre. C'est-à-dire que nos sociétés respectives ont évolué, ont su se frayer un chemin grâce à une forme d'ordre qui était là. C'est-à-dire, vous voulez évoluer d'un poste à un autre, il y a un minimum d'années à attendre. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une forme d'hiérarchie dans la pensée, dans l'évolution, Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre loi tout seul et que les autres s'adaptent à qui vous êtes ou à ce que vous êtes. Donc c'est les sociétés de l'ordre. Il y a une certaine, on va dire, par langage abusif, il y a une certaine logique des choses, un certain ordre, une certaine hiérarchie. Et après les événements qui se sont produits ici et dans beaucoup d'autres pays arabes, mais également dans des pays de l'Europe, et on le voit aussi aux États-Unis et ailleurs, les sociétés sont passées brusquement par le biais de ces transformations d'ordre technologique en particulier. C'était le véhicule
de ces échanges, de ces interprétations, de ce peer-to-peer, de ce cordon qui a été coupé avec la hiérarchie, etc., nous sommes passés à des sociétés égalitaristes. C'est-à-dire où tout le monde est à la recherche de son existence de façon, on va dire, égalitaire, sans nécessairement passer par les étapes qui étaient, jadis, nécessaires à respecter. Mais le bug, parce qu'il ne suffit pas de se prononcer dans les médias, il ne suffit pas d'être présent à la télé, alors qu'avant, il n'y avait personne qui passait à la télé, c'était compliqué. Hein. Là, tout le monde peut passer à la télé. Il ne suffit pas de faire une interview, ou deux, ou trois, ou avoir son blog, ou sa page, ou sa chaîne YouTube, ou autre. Le problème, c'est que nos institutions ont continué, nos institutions, parce que les États, les pays, même les organisations, hein, même les syndicats, les entreprises, etc., ont continué à fonctionner avec les outils et la logique de la société de l'ordre. Donc on a une société qui s'exprime de façon qui veut l'égalitarisme, mais les outils sont encore dépendants d'autres logiques. Et le problème, c'est que la transformation des outils est un processus qui prend du temps. Parce qu'une société n'est jamais à 100% de droite ou de gauche, ou imaginez les choses comme vous voulez. Une société, il y a toujours des pouvoirs, des contre-pouvoirs, etc. Et donc on ne la transforme pas aux 5 minutes. Et l'impact, pour qu'il soit réel dans la vie de tous les jours, il passe par des institutions, forcément. Et cette ingénierie, ou plutôt cette réingénierie, n'est encore malheureusement à l'ordre du jour du débat politique dans nos pays, malgré le fait, elle l'est partiellement, par-ci et là, je ne généralise pas comme je vous dis, je ne porte pas un jugement, mais c'est le sentiment que j'ai, elle est par contre dans l'esprit de quelques intellectuels, mais encore faut-il disposer des plateformes de connaissances et d'applications aussi, parce qu'il faut prouver que des concepts marchent. Et la difficulté donc, que nous avons sur la prochaine génération, parallèlement à ces transformations technologiques, de toute façon, vont arriver, qu'on le veuille ou pas, elles vont nous affecter, qu'on soit pour ou contre. De toute façon, cette capacité à transformer les choses reste le principal blocage, le principal point qui... On a du mal à trouver un modèle flexible, distribué, pour pouvoir les aborder. Nous avons prévu demain, et je termine sur cette phrase, sur cette annonce, nous avons prévu demain avec MEDERACH un executive workshop. Donc Alessandro a été interpellé par Maha au début pour destiner aux dirigeants, et je sais que vous le faites sur invitation, Maha. Et de toute façon, pour ceux qui seront demain là, on va parler du leadership pour l'entreprise 4.0. Et bien sûr, je serai content de vous voir, pour ceux qui sont intéressés à notre stand de l'École des Ponts, pour continuer la discussion, ou pendant le déjeuner, mais pas pour le dîner, parce que votre musique est tellement bonne que je voudrais m'y consacrer. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et ben voilà, merci.